Mésu, Zeddy. Correspondance Rhône Express, direction aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Quand j'avais 9 ans, je suis venue en France pour la première fois. Quelques mois plus tard, ma mère a décidé qu'on rentrait au Brésil. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais je n'ai pas posé de questions. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je commence à faire ce film. Pendant le trajet du retour, elle me demandait mon avis sur ce qu'il nous arrivait après la mort. Je dis que je ne savais pas si je croyais un au-delà, mais que j'imaginais que l'enterrement était l'occasion pour le mort de dire au revoir à ceux qu'il aimait. Curieusement, en arrivant à Porto Alegre, on n'est pas rentré chez nous. On est allé chez mes grands-parents, les parents de mon père. Je jouais avec mes cousines quand pour la première fois, on m'a invité à rejoindre le groupe des adultes. Je suis arrivée au sous-sol de leur maison et tous m'attendaient debout en demi-cercle. Je suis rentrée, ils m'ont dit « Ton père a eu un accident ». J'ai dit « Comment va-t-il ? Est-ce que je peux le voir ?» On ne m'a pas répondu. Dans ma tête, je me disais que non, que ce n'était pas vrai. Papa ne m'aurait jamais fait ça. Il fait sûrement semblant, comme dans les telenovelas. Il simule sa mort pour s'enfuir à tout jamais. J'ai quand même cueilli des fleurs dans le jardin de Manon et pour la première fois, je suis rentrée dans le cimetière de San Pedro, la commune où il a grandi. Sa tombe était là, avec la photo de l'invitation qu'ils ont envoyée pour la veillée funèbre. À partir de ce jour, j'ai perdu toute opportunité de connaître ce père que je ne voyais presque plus depuis 3 ans. Il s'était séparé de ma mère pour vivre avec une autre femme, celle avec qui il l'a trompée. Les photos sont devenues rares à trouver et pour continuer la vie, tout le monde a arrêté de parler de lui. Il fallait laisser son esprit en paix. Parler des morts n'est pas très bien vu dans la famille. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était que de lui qu'on évitait de parler et qu'on abordait la mort des autres sans souci. Ce film est ma tentative de mieux le comprendre. Voilà d'où j'ai commencé. Ces 3 photos sont celles que j'ai récupérées dans les affaires de ma mère pour les accrocher au mur de ma chambre. J'avais décidé que je ne laisserais pas la même chose arriver à mes autres souvenirs, qu'ils soient laissés de côté au fin fond d'une boîte. Je suis allée fouiller dans les photos et j'ai trouvé ces 3-là, où nous sommes en famille. Ma mère m'a dit qu'elle me les donnait. Pendant quelques années, c'était tout ce que j'avais de lui, jusqu'à ce que je revienne en France. J'ai décidé de regarder encore une fois dans les photos de maman, et c'est là que j'ai trouvé la 4e. Une photo qui a été prise à l'occasion de mon anniversaire de 5 ans, 1 an avant qu'il parte de la maison. Je l'ai envoyée avec un message à mon frère. « Regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est la première fois que je vois papa sourire sur une photo. » Et il m'a répondu qu'il était toujours comme ça quand il était à côté de moi. Mon frère me dit souvent que tu continues à vivre. À chaque fois qu'on pense à toi, lorsqu'il enseigne quelque chose à ses enfants, ou tout simplement quand on continue à vivre selon ce que tu nous as appris. Mais ce n'est pas vraiment mon cas. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est créé par mon inconscient. Comme une envie de te maintenir en moi. Alors, c'est la recette de qui, Thaïs? Alors celle de mon père. Enfin, là c'est la recette de Google. Mais qui faisait du pain, c'était mon père. Ça fait combien de temps que t'as pas fait la recette? De pain, ça fait peut-être 3-4 ans, je pense. J'ai fait une fois, j'étais chez moi, je voulais du pain fait maison. Je me suis dit, tiens, pourquoi je regarde pas une recette et je fais. Mais la recette là des petites tresses,
bah, dès que, je sais pas, peut-être 5 ans. Parce que c'était quand mon père était encore à la maison, quoi. À chaque fois que j'arrive à cette étape-là, quand je fais une pâte, je panique. Ah bon? Parce que je la mets... Ah, elle a pas de forme de pâte, ça va pas marcher. Et après, petit à petit, tu mélanges et tu vois qu'en fait, ça prend forme. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu... ça te donne une sensation différente de ce que tu as avec d'autres recettes. Oui. Parce que c'est un peu une espèce de métaphore, quoi. Tu vois? Ça te fait, je sais pas, penser à la vie. Ou peut-être c'est juste moi. Ouais, tu penses à quoi par exemple? Bah là, pour le coup, j'ai pensé à ma mamie. Tu vois, ce mouvement de faire la pâte. Tu vois, je me suis vue petite à lui voir faire ça. Et c'est drôle parce que tu vois, là, je fais une recette qui est censée me rappeler mon père. Sauf que je me rappelle pas vraiment de le voir en train de faire du pain, tu vois. Oui. Je me rappelle vite fait, et plus lui qui me souriait après avoir fait les tresses, et en montrant genre, regarde ce que t'as fait, parce qu'il me laissait participer, tu vois. Du coup c'était trop bien, j'étais trop fière de moi. Mais c'est comme un flou, tu vois. Je vois pas vraiment grand chose, c'est vite fait son sourire et la pâte sur la table, allant au four. Bah c'est chiant, quoi. Parce que je suis en train de faire ça et j'aimerais bien me dire bah ok, au lieu d'appeler ma mère pour demander une recette que c'était pas à elle, bah carrément appeler mon père, tu vois. Dire ah papa, tu te rappelles comment tu faisais, est-ce que tu faisais un truc particulier? Mais j'ai pas cette option, quoi. C'est comme l'autre fois quand tu t'es rendu compte que tu lui avais jamais envoyé un message. C'est ça. Des trucs Ouais, tout simples, tout. c'est ça. Pour tout le monde, c'est un truc banal, tu vois. Moi, j'ai pas eu. Du coup, ça te fait voir les choses autrement. Je sais pas trop comment faire. Tu vois la différence de...
Ces photos, je les ai trouvées chez ma tante. Je ne sais pas si c'est toi qui as cuisiné ce jour-là. Ce n'est même pas ça qui m'intéresse. Ce qui attire mon attention est ce regard. Toujours ailleurs. Comme dans presque toutes les photos que j'ai pu trouver de toi. Tu es toujours au deuxième plan, toujours caché. Maman m'a dit que tu n'aimais pas trop être pris en photo, que tu préférais les prendre toi-même. Aujourd'hui, je suis là pour faire des photos avec cet appareil que je pense appartenait à mon père. Parce qu'à cet endroit-là, quand j'étais petite, en France, justement, la première fois que je suis venue, et justement à la même époque où il a eu son accident, je me rappelle de venir sur ce lieu, et j'en ai des photos de cette époque, et de demander à ma mère de me prendre en photo pour que je puisse montrer à mon père après. Du coup, c'est pour ça qu'on est là, parce que maintenant, je veux plus faire des photos pour montrer à lui, parce que je peux pas. Mais je fais des photos avec son appareil, ou ce que je pense qui était son appareil. Donc voilà, c'est ça l'explication. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne suis même pas sûre si cet appareil fonctionne encore. Mais j'ai acheté des films et on tente quoi. Un jour, ma cousine m'a dit avoir trouvé une cassette sur laquelle il apparaissait. La seule image de lui en mouvement que je connaisse. On le voit pendant moins de 10 secondes. Mais ça a été suffisant pour que j'y passe 1 heure dessus, à faire des allers-retours avec ma tante, à le chercher assis sur les bancs de l'église. On ne l'a pas trouvé. Quand ma mère est venue me voir, je lui ai raconté ce qu'on avait trouvé, et elle m'a demandé de lui montrer. A foto laser é Aqui. da Maura, né? Foto laser? É. Acho que é isso daqui. Será que vai coisar aqui? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Leitura. Por que não tá aparecendo? Algo fiz de errado. Ali, apareceu. Stop. Não, deve estar desligado alguma coisa aqui. Algum sinal. Volume. Onde é que tá aqui pra ver? Quanto mais antigo o troço, pior é pra ver. Tem um negócio que é pra Peritel, pra não sei das quantas. Deixa eu ver se tá bem ligado. Só se ele não tá ligado no bom. Tenta ver agora. Tá ligado? Apareceu Essa imagem? uma lista. Não, agora tá escrito nenhum sinal. Antes tinha aparecido uma lista toda verde embaixo e uma pequenininha azul em cima. Eu acho que tem que desligar isso daqui. Après ce jour, on a essayé encore une fois. Ça n'a toujours pas marché.
Ma mère m'a dit que ça n'avait rien à voir avec la technologie précaire de l'époque, mais plutôt qu'il ne voulait pas se montrer à elle, et que quand elle serait rentrée au Brésil, la cassette fonctionnerait. Qu'à moi, il accepterait de se montrer. Je n'ai pas voulu tester sa théorie. E num final de semana ele passou e disse que estava indo para o quartel, ele e o amigo, e não ia dar tempo de chegar até o quartel para ouvir a música que tinham oferecido. Que eles tinham oferecido. Que eles tinham oferecido para outras pessoas. Ah, entendi. Daí, então, pediram se a gente emprestava rádio. A princípio, a gente se disse assim, sim, como é que a gente vai emprestar a rádio para uma pessoa que a gente nem conhece? Porque essa era a primeira vez que a senhora via ele. Sim. Ok. Então, depois desse tempo, então, a gente começou com uma amizade. Eu viajei para uma outra cidade, daí ele ficava escrevendo cartas e tal. Quando eu retornei, o tio Bira falou para ele que eu tinha retornado. E aí ele começou a vir lá em casa. Daí o vô Tonho pegou e disse, eu não quero saber dessa coisa aí de... Ele se referia a milico. Milico na porta da minha casa. E se ele quiser alguma coisa séria, ele vai ter que vir falar comigo. Daí ele foi conversar com o vô. E o vô disse, olha, eu aceito, mas desde que seja dentro da minha casa ou na tua casa, na casa dos teus pais. Nada de ficarem por aí. E daí a gente começou. E daí então a gente passeava, a gente gostava de baile. E eu sempre fui de gostar de dançar, mas ele dizia que não sabia dançar. Porém, eu percebia que quando a gente saía nos bailes, ele dançava com as pessoas conhecidas. Daí um dia eu falei, se é pra gente ir no baile e eu ficar sentada e ver você dançar com pessoas que você conhece, então a gente não vai mais para baile. Ou a gente começa a dançar juntos. Daí ele disse, mas eu não sei. Eu disse, mas vamos, mais do que a gente errar os dois, né? Daí a gente começou, daí a gente acertava. Então era legal porque assim as pessoas achavam que a gente participava de grupos de dança, mas eu nunca fiz aula de dança e ele também não. E a gente se acertou bem nos passos. E a gente teve um relacionamento muito bom, muito rico. Claro que depois vieram embora para a cidade, foi já, vamos dizer que foi ali que daí o teu pai começou a ver a vida de outra maneira, porque daí é tanta coisa que ele não estava acostumado a viver, que bem no fim acabou conhecendo pessoas que não deveria ter conhecido e foi o desperdício dele. É como se antes ele vivesse na colônia e fosse um passarinho preso, e depois na cidade ele estivesse preso, mas se sentia ele solto. Não, tava, não, porque assim, o trabalho dele em si tinha durante a semana, que nem... Claro que depois ele começou de motorista, daí tinha o sábado e domingo. Mas sempre, algum ou outro, ele folgava. E que lá não, lá se tinha... Mas por isso, né? para o teu pai, Thaís, trabalhar na cidade era vacância, era férias. Porque lá, acostumado, desde que cresceu um pouco, começou a ir para a roça, lá é 24 horas do dia praticamente. Que na cidade tinha horário, que tinha na cidade, folga. exatamente. Ainda tinha um salário fixo, tu entende? Então ele estava amando. Então não era o fato dele ser casado permitiu para ele de sair de lá da roça e viver outras coisas. Une des seules choses que ma famille me raconte est qu'on était très attachés l'un à l'autre, que je passais mes journées à le suivre partout, à faire des siestes couchées sur son ventre. Donc j'ai toujours eu du mal à comprendre comment il est passé de ça à quelqu'un qui m'a abandonnée au profit d'une aventure.
Après tant d'années, j'ai osé poser la question sur le jour où tu nous as laissés. Ce que tu avais dit à propos de moi. Elle va s'habituer. E foi uma foto só que te encontrou? Sim. Quer dizer, eu não olhei todos os álbuns, né? Porque lá era porque era a Gabi que tinha me pedido. E daí hoje eu não entendi o porquê que ela pediu. Ah, sim, que era a foto do... que tava na mesa. É. Essa aqui. Tá vendo? Então é Gabi. Sim, teu pai, tua mãe, a Gabi e o teu irmão. Eu não tinha nascido ainda? Não, porque era aniversário de um aninho da Gabi. Você nem existia. Não estava nem prevista. A carinha dele olhando pra ela. Ah, Le même jour où ma tante m'a montré cette nouvelle photo trouvée, elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre conducteur impliqué dans son accident. Qu'apparemment une autre tante a entendu mon père parler à mon grand-père sur tout ce qui se passait entre lui et ma mère. Il disait à mon veau qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, qu'il allait trouver une solution. Elle m'a dit qu'elle pensait que tu t'étais suicidé. Foi e é ainda um amor muito grande, porque, como eu te disse, quando eu me imaginava casada, eu me imaginava envelhecer junto, né? Quantas e quantas vezes que a gente passeando, eu dizia para ele, já se imaginou nós dois velhinhos? E, então, enquanto esses momentos assim, ele sempre me dizia assim, sim, então nós vamos envelhecer juntos. Só que lá pelas tantas, ele dizia para mim, eu não vou ficar velho, né? Então, sei lá se era alguma coisa já meio que prevendo algo, sei lá, ou era bobeira da cabeça dele. Mas ele tinha a sensação que ele não ia envelhecer. É porque como ele trabalhava com questão de transporte, então ele se irritava muito quando as pessoas idosas entravam e ele tinha que estar cumprindo horário. Então, por questão dessas pessoas, ele meio que se atrasava e aí ele dizia assim, eu tenho raiva de velho. E eu dizia para ele, não se esqueça que você vai ficar velho um dia. Inclusive o Leonardo é testemunha porque o Leonardo cansou de ouvir ele dizer, mas eu não vou ficar velho. Então, sei lá. Mas é estranho. É bem estranho. Então, E sabe que eu tenho a mesma sensação? crendo aos É a pais. primeira vez que eu te digo isso, mas é porque eu nunca falei em voz alta, mas vira e mexe eu tenho a sensação que eu não vou ficar velha. Vocês falaram que ele tinha sofrido um acidente? O que vocês falaram pra mim? Sim, que ele tinha... que a gente disse, Thaís, vocês vão ter que voltar. Ah, não, voltar para o Brasil, por quê? Daí a gente disse, porque a tua mãe disse assim, porque se passou algo ruim com o teu pai. Mas o quê? O que passou com o teu pai? Não vai chorar. Eu não lembro. claro, ficou bloqueada. Você ficou bloqueada, Thaís. Mas, sabe, é importante que você ponha para fora. Porque assim, ó... Você já tinha 8 anos, 9? Je reviens sur une piste que j'avais laissée tomber. L'article du journal de l'époque qui parlait de l'accident. Je demande encore une fois à mon frère l'adresse exacte d'où ça s'est passé et je l'envoie à mon meilleur ami, journaliste.
Il trouve l'article, mais ce n'est pas celui dont je me rappelais. Celui que la maîtresse m'avait montré à l'école en demandant si je connaissais cette personne, vu qu'on avait le même nom de famille. Par contre, ce texte me dit que les accidents à cet endroit sont courants, qu'il pleuvait beaucoup et qu'il y avait bien une autre personne impliquée. Le conducteur de l'autre véhicule, Adley Paloski, 23, n'a rien eu. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais avoir plus de détails sur ce jour. Des informations qui pourraient justifier le fait qu'un si bon conducteur comme toi ait eu un accident. C'est une des choses que mon frère m'a dit, que tu n'avais jamais perdu de points sur ton permis, que le seul accident que tu as eu t'a tué, alors que l'autre conducteur n'a rien eu. Le 17 septembre 2007, à 21h30, lundi. Type d'événement, collision. Nature, décès d'une personne. Nombre de véhicules impliqués, 2. Nombre de morts, non renseignés. Climat pluvieux. Surface de roulement asphalte mouillé. Cause de l'accident, conducteur. Véhicule, camion. Transport de marchandises. Conducteur. Alexandre, catégorie de permis AE, moto et tous les véhicules dont ceux avec unité couplée de plus de 6 tonnes. Adley, catégorie de permis C, véhicule ayant jusqu'à 3,5 tonnes. Âge, Adley 23, Alexandre 43. Temps de voyage, Adley 45 minutes, Alexandre rien à déclarer. Signe d'ivresse, Adley non, Alexandre rien à déclarer. Ceinture, Adley oui, Alexandre rien à déclarer. Victime blessée, non renseignée. Victime morte, homme, conducteur, 43 ans, mort sur place. E aí de manhã a gente já estava vendo a questão de como que ia ser o velório, tinha que reconhecer o corpo no ML porque era um acidente, enfim, né? E foi tu que foi reconhecer? E quem foi, na verdade eu acho que eu nem tinha condições, né? Aham. Quem foi o tio Celso. Foi os dois irmãos do pai, o tio Celso e o tio Luciano, mas quem entrou realmente para reconhecer foi o tio Celso e fez um reconhecimento mais pelos pés, né? Para não ter uma cena impactante, porque como foi um acidente ele estava bastante machucado. Né? Mas e como que ele reconheceu o pai pelos pés? Reconhecendo, é um procedimento, né? Procedimento que... Então ele reconheceu mais pelos pés, as pernas, assim, uma coisa mais... Estranho não, porque tipo, se tu olha o pé de alguém, não necessariamente é algo tão característico. Na verdade, às vezes uma cicatriz na perna, algo sentido, assim, ó, o próprio agente da funerária ficou bem impactado com a cena que ele viu, né? Então ele mesmo orientou o tio a fazer um reconhecimento mais tranquilo possível para não ficar com uma imagem ruim da situação, até porque no dia mesmo do velório o caixão ele ficou aberto, mas ele tinha a cabeça toda enfaixada, ele estava bastante inchado, assim, sabe? Se via que a pancada tinha sido muito forte na cabeça. Eu lembro que quando eu era pequena o pai tinha uma moto vermelha, não sei se é essa mesma, mas eu sei que ele tinha, e que daí ele ia me buscar na escola também com essa moto aí. Tanto, e é muito... Mas depois vocês não, era bem tranquila com ele, meu Deus Sim. do céu. Não, mas é até engraçado, tio Luciano, porque essa história da moto, eu acho que eu associei tanto a vocês dois, e que depois, que nem tu disse, né, que mais, quando ele ficou mais velho, então vocês se conversavam bastante, ele confiava bastante em ti,
que depois que aconteceu o acidente e tudo, eu lembro que teve um dia que o tio veio lá na casa da avó, que daí a gente já morava lá no porão, e eu levei um susto, eu nunca te contei isso, mas eu levei um susto quando eu te vi, porque eu pensei que era o pai, de tão que eu associei a moto a vocês dois, e daí o tio também muito parecido com ele, e daí eu só fui me dar conta que era tu quando tu tirou o capacete e daí eu falei, é o tio Luciano. Mas te juro por Deus que quando eu vi a moto vindo assim, eu pensei, meu Deus, é meu pai. Pra ver como tem algumas coisinhas assim que eu ainda lembro, né? Ô tio! Ô querido! Quem que a vida nos põe, En revisitant les textes que j'ai écrits dans mon journal intime, j'ai découvert l'histoire d'un rêve que j'ai fait de toi, le 8 janvier 2021. J'entrais dans une maison et tu étais là, mort. Le rare rêve que je fais de toi est toujours comme ça. Je découvre que tu n'es pas réellement mort, que je te retrouve, et puis tu meurs. Toujours le même, en boucle. Tu n'es pas mort, je te retrouve, et puis tu meurs pour de vrai. Après 17 ans, j'ai compris que ne pas t'avoir vu mort m'empêche de comprendre que tu es bien décédé. Le fait que je ne sois pas sûre de ce qui s'est passé lors de cet accident n'aide pas non plus. Depuis petite, à chaque fois que je vois quelqu'un qui te ressemble, j'ai l'impression que mon cœur va arrêter de battre. Que tu vas me regarder et dire « Mais oui Thaïs, tu avais tout à fait raison. Me voilà ma fille, je ne suis jamais partie. » Mon rêve est le reflet de ce que je voulais qu'il se passe dans la vraie vie. Rationnellement, je sais que tu es mort. Mais ne pas savoir qui tu as été me donnait l'impression que tu mourais pour de vrai, que tu disparaissais avec chaque souvenir qui m'échappait. J'ai toujours eu l'impression de refaire tes pas, surtout le fait de sentir le besoin de partir, même en sachant que je laisserai notre famille derrière moi. Je n'ai jamais voulu ça. C'est juste que je ne me retrouvais pas où j'étais. Peut-être que toi non plus, tiens. Franchement, je me suis toujours sentie différente de mon frère et de maman. J'avais l'impression qu'ils ne me comprenaient pas. Je me disais que peut-être je te ressemblais au-delà des joues et du trou au menton. Je me disais que toi, tu me comprendrais. Avec ce film, j'ai pu le confirmer. Récemment, dans un de nos appels de tous les jours avec maman, elle m'a dit que je te ressemblais de plus en plus. D'habitude, quand elle dit ça, c'est pour me dire que j'ai les mêmes défauts que toi. Donc je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Et là, elle a admis ce que j'ai toujours su. Elle voyait que je te ressemblais en bien aussi, mais les blessures ne lui permettaient pas de le dire. J'ai toujours cru aussi qu'elle m'avait appris l'importance d'être indépendante à cause de tout ce qui s'est passé entre vous deux, à cause de ta tromperie et d'avoir dû élever 2 enfants toute seule. Mais aujourd'hui, je comprends qu'elle l'a fait surtout par peur qu'il m'arrive la même chose qu'à toi. Elle a peut-être vu en moi la même soif de vie qu'elle a vue en toi, la même curiosité, la même envie d'aventure. Elle m'a donné des ailes pour ne pas me perdre comme elle t'a perdu toi. Je ne fais presque plus ce rêve. J'ai enfin compris que refaire tes pas n'est pas si mal. Peut-être que je pourrais vivre ce que tu voulais et n'a pas pu. Mais en même temps, papa, aujourd'hui je sais que je ne suis pas toi. Peut-être qu'un jour je te reverrai et je pourrai te dire tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire avant. Peut-être pas. Peut-être qu'un jour je pourrai te poser les questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Peut-être pas. En tout cas, sache que comme dit la chanson qui me fait le plus penser à toi, je ne t'oublierai pas. Je te célébrerai.